Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir manifesté de l'intérêt pour cette table ronde Out et politique, donc qui sert de préambule à notre cérémonie des Outdoors, première du nom, première en France. Pourquoi Out et politique? Parce que cette cérémonie, elle va récompenser la visibilité dans différentes sphères culturelles, médiatiques ou au sein d'entreprises, au sein de la politique aussi. Et puis, on s'est rendu compte qu'en France, quand même, la visibilité LGBT en politique, eh bien, il n'y en avait pas beaucoup. Elle est peut-être là, hein, l'exception française, pas forcément là où on la croit, pas forcément culturelle. Elle est qu'il y a très peu de personnalités politiques out. Si on regarde par exemple outre-Manche, eh ben, il y a 45 parlementaires qui ont fait leur entrée à la Chambre des communes il y a peu. En Serbie, la première ministre est ouvertement lesbienne. En Irlande, le Premier ministre est lui aussi ouvertement gay. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des pays homophobes, mais ça veut dire qu'on peut être où il n'y a pas d'homophobie, je veux dire, mais ça veut dire en tout cas qu'on peut être out et avoir des postes de pouvoir. Et en France, c'était il y a peu, hein, les élections législatives, et dans notre toute nouvelle assemblée, eh bien, il y a 4 députés gays, tous des hommes. 4 gays, on en aura donc parmi eux 2. On n'a déjà pas comme Rupin. 5 4 ou 5. Bon, on va essayer. Le mystère est pour l'instant entier, mais on va peut-être essayer il y aura donc avec nous déjà Pacôme Rupin de La République En Marche, fraîchement élu. Et puis on attend Franck Riester, on y croit, lui qui vient d'être réélu et qui est donc aux Républicains. Ils seront entourés d'Hélène Hardy, qui était candidate aux législatives dans le Nord pour Europe Écologie Les Verts, Françoise Gaspard, qui était maire de Dreux et qui a été aussi députée d'Eure-et-Loir de 81 à 88. C'est bien ça. Et Corinne Bouchoux, qui est sénatrice de Maine-et-Loire, et Yann Brossat, qui est, lui, au Parti communiste français et qui est conseiller à la mairie de Paris. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en France, c'est risqué de faire son coming out? Est-ce que ça veut dire que l'électorat, du coup, ne porterait pas à ces postes de pouvoir des élus LGBT? Est-ce que c'est un problème de classe politique, de classe politique qui serait réac, trop hétéro normé? Mais on va essayer de savoir. Et pour l'instant, je vais laisser la parole à Hugo Bouvard, qui est chercheur et qui travaille sur les normes sexuelles en politique. Et il va nous parler un petit peu des États-Unis. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc je ne vais pas pouvoir répondre aux questions très pertinentes que Clémence a lancées, mais on va faire un petit contrepoint très rapide par les États-Unis. Je pense que ça permettra d'ouvrir peut-être le débat. Si je vous dis homme politique ouvertement gay aux États-Unis, j'imagine que vous pensez tous et toutes directement à Harvey Milk, qui a été élu au conseil municipal de San Francisco en 1977. Eh bien, pourtant, ce n'est pas le premier politicien américain ouvertement gay, ni à être élu, ni même à se présenter à une élection. Ce n'est pas très connu, mais en fait, 16 ans avant son élection, dès 1961, donc bien avant les émeutes de Stonewall, il y avait déjà eu un candidat ouvertement gay à San Francisco. Il s'appelait José Sarria, et il avait eu presque 10 000 voix, donc il n'avait pas été élu, mais il avait fait un beau score pour l'époque, et puis s'était présenté en tant que militant homosexuel. Ensuite, dans les années 70, des candidatures de militants gays et lesbiennes aux États-Unis fleurissent un petit peu partout. Et la première à être élue, c'est une femme, en fait. Hein, c'est une jeune femme lesbienne qui, au conseil municipal de Ann Arbor, qui est une petite ville du Midwest américain, est élue donc, en tant que militante lesbienne, entre autres. Et ça, c'est en 1974, donc 3 ans avant l'élection d'Harvey Milk. Alors, dans les années 80, le mouvement gay et lesbien américain se structure et il acquiert des fonds qui lui permettent de financer les campagnes de candidats hétéros, mais qui sont alliés de la cause, qui soutiennent la cause, qui parviennent à en faire élire un certain nombre. Mais ce n'est pas gagné pour autant, parce qu'en fait, on se rend compte qu'une fois que ces candidats, donc ces élus hétéros sont en poste, il y en a un certain nombre qui renient leurs engagements ou qui portent plus ces combats devant le backlash.
Et donc, en fait, il faut attendre 1991 pour qu'un lobby vraiment, donc pas au sens péjoratif du terme, hein, mais donc une organisation secrète spécifiquement pour soutenir logistiquement et financièrement les campagnes de candidats ouvertement gays et lesbiennes aux États-Unis. Il s'appelle le Gay and Lesbian Victory Fund, il existe toujours. Et c'est à partir de ce moment-là que l'idée qu'il faut élire des individus concernés, militants au premier chef pour porter ces combats s'impose aux États-Unis. Et donc, grâce aux efforts de ce lobby, mais pas seulement, le nombre d'élus va drastiquement augmenter. Alors, au milieu des années 80, il n'était qu'une vingtaine des élus ouvertement gays ou lesbiennes aux États-Unis à tous les échelons. À la fin des années 90, on en compte déjà 150. Et aujourd'hui, il y en a plus de 500. Alors, sur une population beaucoup plus grande, donc beaucoup plus d'élus, mais quand même un nombre considérable. Alors, certes, au Congrès des États-Unis, il et elle ne sont qu'une poignée actuellement, hein. Il y a une seule sénatrice, pas de sénateur, une seule sénatrice ouvertement lesbienne. Elle s'appelle Tammy Baldwin, elle vient du Wisconsin, donc encore un État du Midwest, peut-être c'est un peu contre-intuitif. Mais on en compte quand même près d'une centaine des élus gays et lesbiennes dans les différents parlements de chacun des 50 États des États-Unis. Donc dans leur majorité, ça va peut-être pas vous surprendre, ils sont affiliés au Parti démocrate, mais en fait le Parti républicain est quand même représenté même aux plus hauts échelons par des élus gays et lesbiennes. Alors, quant aux élus ouvertement trans, alors ça va pas peut-être vous surprendre, malheureusement, il y en a toujours très peu, y compris aux États-Unis. Alors, la première a été élue il y a quand même un petit moment, au début des années 90, mais depuis, il y en a guère eu plus d'une demi-douzaine. Donc, c'est pas énorme, mais peut-être petite note positive, il y a des élections là en novembre à l'automne 2017, et a priori, il y a un certain nombre de candidats trans qui ont de bonnes chances de l'emporter dans des grandes villes, à Minneapolis, à New York, etc., pour des postes de conseillers municipaux. Voilà. Donc pour conclure, quelque chose qui va peut-être vous surprendre un petit peu, c'est que des études ont été menées par des sociologues, des politistes pour les États-Unis et ont montré que les candidats ouvertement gays et lesbiennes à des postes de parlementaires, alors ils ont essayé de raisonner toutes choses égales par ailleurs, avaient en fait autant de chances d'être élus que leurs homologues hétérosexuels pour le Parti républicain, et même quand on regarde le Parti démocrate, en fait ils ont même plus de chances d'être élus, toutes choses égales par ailleurs, que leurs homologues hétérosexuels. Alors comment ça s'explique? Ce serait un peu long de rentrer dans les détails, mais en fait il y a un choix stratégique du territoire où ils vont se présenter. Ils vont se présenter plutôt dans des territoires plus urbains, moins religieux, plus diplômés que la moyenne, et ils vont aussi se servir de leur visibilité. C'est le thème de cette soirée. Ils vont profiter de la couverture médiatique en fait qui leur est accordée pour capitaliser un petit peu là-dessus. Donc, on peut se demander si le risque du coming out, comme l'a dit Clémence, en France, en tout cas, n'est pas un petit peu surestimé au vu de cet exemple américain, même si évidemment il y a des différences. Et si l'électorat est globalement indifférent, on peut se demander alors si les résistances les plus fortes, et bon, j'imagine que vous auriez des avis là-dessus, elles ne viendraient pas des partis politiques eux-mêmes, ou en tout cas de la classe politique. Il faudrait notamment regarder au moment des investitures si ce n'est pas plutôt là que ça se joue, plutôt qu'au niveau de l'électorat. Voilà, donc ce sera tout l'enjeu, j'imagine, de cette table ronde. Merci. Merci beaucoup. Alors évidemment, ce tableau américain qui est un peu plus encourageant peut-être que le tableau français. On va essayer de voir ensemble avec nos 5 participants. On en attend encore un, mais peut-être nous rejoindra-t-il. Si en France, effectivement, les mentalités, la visibilité de ces hommes et femmes politiques homosexuels a augmenté et quelle est leur place aujourd'hui? Alors, on a présenté déjà nos participants. Moi, je suis très contente de participer à ce débat parce qu'évidemment, cette cause, ces idées ont été très importantes pour moi, d'abord pour ma génération. Alors, hélas, parce qu'au départ, il s'agissait évidemment de parler de la lutte contre le sida et aussi de voir partir autour de soi beaucoup d'amis morts du sida. Ça a été au fond notre premier contact dramatique avec l'homosexualité. Et puis, heureusement, cette cause, et moi, en tant que journaliste, évidemment, j'en ai beaucoup parlé, elle s'est, j'allais dire, ouverte et elle est devenue bien sûr plus positive avec le Pacs, avec le mariage pour tous, avec les récentes conclusions du comité d'éthique sur la PMA,
toute chose encore aussi avec la présence très émouvante de Xavier Jugelet aux Invalides. Tout ça fait qu'on a le sentiment que cette société, j'allais dire heureusement, évolue. Mais comment évolue-t-elle dans le monde politique? Effectivement, y a-t-il des barrières à l'intérieur des partis même? Est-ce que révéler son homosexualité, ça encourage ou au contraire est un handicap pour une carrière politique? Et est-ce que ce monde politique est ouvert? Alors peut-être première question à vous, Corinne Bouchoux. Vous êtes sénateur, alors vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts. Merci de prendre un micro. Alors c'est un monde réputé effectivement conservateur, ou en tout cas, j'allais dire masculin, hétérosexuel. Comment vous vous sentez, vous, dans ce monde-là? Est-ce que vous vous sentez vraiment dans un monde un peu enfermé ou un peu conservateur, de ce point de vue-là? Bah écoutez, au risque de déranger, j'ai passé 6 ans d'une totale liberté au Sénat. Et donc c'est vrai que sociologiquement, le Sénat est hétérocentré et que la question du coming out n'est pas centrale pour mes collègues. Après, je dois avouer qu'une fois que les choses étaient claires vis-à-vis de mes collègues, j'ai pu aborder le sujet à chaque fois sur chaque texte. Et je dirais que, à titre personnel, je n'ai rencontré aucune difficulté. Et il me tarde que des députés nouvellement élus prennent le relais. La question clé, à mon avis, elle est double. C'est les investitures des partis, surtout à une autre époque. Peut-être que Françoise pourrait en parler mieux que moi. Oui. Et l'autocensure, c'est-à-dire que moi, bravo de ce que vous faites, mais j'ose à peine le dire, moi d'être lesbienne, ça m'a toujours aidé dans mon cursus politique, ça m'a aidé à être investie, ça m'a aidé à être élue, et après ça m'a aidé parce qu'il y a des gens qui me portaient, des militantes et des militants qui me portaient, donc pour moi, j'allais dire, ça a été que du bonheur et que du bénéfice. Après, il y a eu des moments désagréables, on en parlera peut-être tout à l'heure. Bien sûr, mais déjà votre témoignage est très intéressant, très important, ce qui va un peu à rebours des idées reçues. Alors peut-être Françoise Gaspard, attendez, on va vous donner un micro, vous avez un micro à votre droite. Alors vous, oui, vous avez peut-être, j'allais dire, expérimenté ces coming out, ces outings assez tôt. C'était au Parti socialiste. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez senti à l'époque qu'il y avait des tabous, des idées qu'il fallait combattre, des résistances? C'est difficile de répondre. Moi, j'ai pas eu de problème. Voilà. On va finir par conclure qu'il n'y a zéro problème, mais tant mieux. Tant mieux. Mais mes collègues à l'Assemblée nationale devaient en avoir. J'étais dans une Assemblée nationale composée en 81 de 94% d'hommes. Il se trouve que j'ai eu un assistant gay à partir de 85-86. Qui m'a révélé qu'il y avait dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale, au moins une trentaine de gays. Voilà. Ça se savait. Il y avait un milieu gay, mais qui était effectivement très, très fermé sur lui-même, très secret. Moi, je dirais que je n'ai pas eu de problème, mais j'ai été... je crois, la première politique à être outée. Oui. Et ça, c'était à quel moment? Au moment du... Très tôt. Très tôt, en 1979, il y a la manifestation du 6 octobre 1979 pour pérenniser l'IVG. Il y a un article dans le Canard enchaîné de Sylvie Caster qui dit nous avons vu à cette manifestation Claude Servan-Schreiber et Françoise se tenir tendrement par la main. Au même moment, un article de Guy Hocquinghem dans Libération dit ceci. Il y avait eu une correction du correcteur qui n'avait pas dû comprendre ce que voulait dire Hocquinghem. François Gaspard a enlevé Claude Servan-Schreiber sur sa moto. C'est cocasse. Tout le monde m'a regardé, tous les gens qui avaient Libération dans l'hémicycle m'ont regardé, j'étais au Parlement européen à l'époque, avaient bien lu Françoise et non pas François. Mais est-ce que ça a été violent à ce moment-là pour vous, cette révélation? Non, nous ne nous cachions pas. Nous avions simplement un problème, nous avions de très jeunes enfants et nous ne voulions pas nous mettre en avant par rapport à cette question qui risquait de leur poser des problèmes
des problèmes à l'école. Mais la question était... alors comment s'est-elle su? Je n'en sais rien. Mais elle s'est répandue très vite. Et il y a eu une je crois que c'était en 80, d'un journal d'extrême droite qui n'existe plus, qui s'appelait Présent, c'était un dessin sur la couverture. Jean-Louis Servan-Schreiber avec un revolver à la main, me visant, disant « Vous avez enlevé ma femme ». Voilà. Donc, et c'était, je me souviens, c'était assez drôle parce que c'était le jour où paraissait ce journal, c'est le jour de la Saint-Denis à Dreux, qui est une grande foire où le maire défile avec toute la population derrière. Et les affiches de Présent étaient partout le long des murs. Donc moi, je regardais devant moi, je ne regardais pas les affiches. Mais ça ne m'a pas posé de problème au plan politique, ni au plan local. Je me souviens, un jour, j'étais chez mon boucher. Je faisais les courses pour le week-end où toute la famille venait. Et il y avait plein de gens derrière moi. Et le boucher me dit « Vous transmettrez le bonjour à votre dame ». Oui. Donc c'était vraiment quelque chose qui était habituel et qui ne m'a pas empêché d'être élu. Le jour où on n'a pas été réélu, ce n'était pas du tout lié à mon homosexualité. Alors, peut-être j'allais dire un plus jeune conseiller, c'est Yann Brossard. Vous avez 37 ans, vous êtes conseiller communiste, comme on le rappelait, à Paris, et vous avez annoncé votre homosexualité, c'était en 2011. Vous avez aussi pris position contre, par exemple, l'émission d'Hanouna, etc. Est-ce que, j'allais dire, vous avez un témoignage aussi positif que Corinne et Françoise? Est-ce que le fait d'être homosexuel et de l'avoir dit, et de, évidemment, le revendiquer et l'assumer, est-ce que ça vous aide, au fond, dans votre carrière politique? Ou est-ce que vous avez eu des obstacles je ne sais pas si ça m'aide. En tout cas, je pense que ça ne m'a pas nui. À la fois pas dans mon parti politique, pas davantage que dans le 18e Et pourtant, le Parti communiste est relativement réputé pour être un tout petit peu... Sans doute parce qu'on a eu, parce que ça correspond à une réalité qui, je crois, n'est plus la réalité d'aujourd'hui. Après, je vais vous dire la vérité. J'étais enseignant à Sarcelles plusieurs années avant d'être élu. Et j'ai beaucoup plus redouté la révélation de mon homosexualité quand j'étais prof de français à Sarcelles qu'en tant qu'élu. Et je crois que si j'ai fait mon coming out en 2011, c'est aussi parce que je n'étais pas très fier non plus de mon comportement d'enseignant à Sarcelles, où j'avais des élèves homosexuels qui parfois étaient maltraités par leurs camarades de classe. Je n'étais pas beaucoup intervenu en leur faveur à l'époque. Vous sentiez que vous n'aviez pas assez eu de courage pour Exactement. Et lorsque j'ai été élu, je me suis dit qu'il fallait quand même prendre cette responsabilité-là et assumer le fait d'être homosexuel. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été confronté, comme beaucoup d'élus, à des insultes de la part d'administrés liés à mon orientation sexuelle. Mais en tout cas, je considère que ça ne m'a pas nui, bien au contraire. Alors peut-être essayons d'examiner le cas des transgenres. Hélène Hardy, dites-nous, faites-nous part un peu de votre expérience. Prenez le micro de Françoise. Vous avez 64 ans. Comment vous avez commencé votre transition il y a 2 ans. Vous souriez, mais racontez-nous un peu comment vous vous situez. Est-ce que vous redoutez le regard des autres ou de ce monde politique ou Alors en fait, comment dire, déjà la question transgenre, c'est une version un peu différente dans la mesure où du jour où on décide de s'assumer pour ce qui me concerne comme femme, c'est 24 heures sur 24. Quoi. C'est pas, on ne trahit pas où est-ce qu'on fait le coming out. Et donc, moi, c'est venu depuis très longtemps, mais j'ai franchi le pas il y a seulement 2 ans. Un vrai bonheur. Et quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, dans tout ce qui m'a retenu toute ma vie, c'était je n'arrivais pas à croire que ça m'arrivait à moi d'être une femme, puisque tout le monde me disait « mais non, tu es un homme », et que j'ai inscrit ma vie dans le genre masculin, et donc une fois que c'est enclenché, de relation en relation, j'ai des enfants, etc., ça devient de plus en plus compliqué d'en sortir, et donc... J'ai pris conscience que ce n'était pas possible que je continue comme ça quand j'avais 55 ans. Donc et j'ai mis plusieurs années
d'hésitation, de renoncement. J'ai franchi le voile, parce que pour moi, en fait, c'est juste un voile à franchir, mais ça change tout. C'est assez curieux, en fait. Et pour parler de ce qu'on a évoqué avant, j'ai un peu le même témoignage, c'est-à-dire que j'étais très étonné de la bienveillance de la très grande majorité de toutes les personnes que je côtoyais. Je suis militante politique depuis que j'ai 15 ans, donc ça va faire bientôt 50 ans. Dites-nous dans quel parti? Là, actuellement, je suis écologiste à Europe Écologie, voilà. Et la bienveillance, elle est partout. Elle est avec mes voisins. Moi, ça fait plusieurs années que j'organisais la fête des voisins. Quand j'ai organisé la fête des voisins, en tant qu'Hélène, ils ont caché le champagne derrière les arbres où on faisait habituellement la fête des voisins. Et bon, quand je suis arrivé, ils m'ont fait une aide d'honneur en applaudissant. Et bon, c'était extrêmement émouvant. Et donc, il y a une acceptation très forte de chaque personne. Ce qui est par contre très en retard, c'est les institutions. Et j'ai une autre anecdote qui pour moi est très symbolique de ça, c'est que j'étais directrice de la mission locale et en plus animatrice, je jouais un rôle dans l'animation régionale des missions locales. Et donc j'avais mis en route ma transition depuis à peine 3 semaines, que le préfet de région du Nord-Pas-de-Calais nous invite à une réunion un peu de tout le monde étant convoqué, les directions régionales de l'ANPE, etc. à l'époque. Et quand le préfet arrive, il fait le tour de table de tout le monde. Moi, j'étais un peu par hasard juste en face de lui, c'est une grande table carrée. Et au moment où il dit bonjour, 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 il s'arrête à moi. Et moi, j'étais quand même pas très à l'aise. C'est la première fois que j'allais femme à la préfecture. Je me dis, et puis il s'arrête, il me prend la main, il me lâche pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et donc, mais je dis, mais oui, monsieur le préfet, mais... Il me dit, madame. Alors il me dit 2 fois madame. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me fait? Il dit, je voulais vous dire. Et puis il baisse le ton. Et puis il dit, je voulais vous dire, on m'a parlé de votre transition. Je vous félicite, je trouve ça très courageux. Puis il dit ça, vraiment, il n'y a que moi qui l'ai entendu. Il se relève, il dit, et je vous souhaite une bonne journée, madame. Et puis il continue son tour de table. Et je trouve que c'est très symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, l'homme est bienveillant, mais le préfet ne s'autorise pas à... Et je rencontre souvent ça dans toutes les administrations avec lesquelles je suis confronté. Et en politique, ça a été pareil, c'est-à-dire que quand j'ai déclaré ma candidature à la préfecture, je suis allé en janvier, je suis allé au service élection, je dis voilà, je suis une personne transgenre, récemment, je n'ai pas changé mon état civil, donc actuellement, l'état civil, je suis encore un homme. Je voudrais à minima que mes bulletins de vote soient à mon prénom Hélène Hardy. Sinon, ça va être compliqué pour moi de faire campagne. Et la responsable du service des élections m'a dit, écoutez, madame, je comprends très bien, on va vous aider. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il est possible. Bon, il s'est révélé au final que le prénom d'usage est tout à fait autorisé. Donc, par ce biais-là, ça a été possible. Et donc, quand les gens sont personnellement impliqués, c'est facile. Quand il s'agit d'incarner l'institution dans laquelle ils travaillent ou dans laquelle ils ont une responsabilité, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et il y a peut-être beaucoup de progrès à faire, notamment concernant cette loi sur la justice du XXIe siècle, qui est l'accession à l'état civil, et le changement d'état civil. Est-ce que c'est assez facile pour vous dans les textes? Est-ce qu'il y a des choses à modifier ou pas? Nous, c'est simple. Moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai besoin de demander à un juge de me reconnaître comme femme. À partir du moment où j'ai déjà eu assez de mal à me le reconnaître moi-même, je n'ai pas besoin qu'en plus, on me dise, bah oui, mais il faut que tu demandes au juge s'il est d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Paco Morupin? Alors, je précise que vous avez 32 ans, que vous êtes effectivement un élu de La République En Marche, donc un nouvel élu. Et l'un des rares homosexuels de l'Assemblée, on a dit, on ne sait pas. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, on parlera de cette loi, mais est-ce que vous estimez que, au fond, vous êtes servi de cet état d'homosexuel révélé? Il n'y a pas eu d'obstacle pendant la campagne peut-être même au contraire, parce qu'ici, tous les témoignages sont assez positifs. Mais ce qui me frappe dans ces témoignages, c'est qu'on voit bien que, finalement, et c'est assez historique, dans les lieux de pouvoir, il y a une forme d'acceptation depuis assez longtemps. Alors évidemment, pas dans tous les moments d'histoire, mais on sait que historiquement, il pouvait y avoir plus de tolérance dans ces lieux-là que peut-être plus largement
dans l'opinion. Et là, je crois dire que parce que c'est un milieu social, j'allais dire évolué, entre guillemets. Je ne dis pas évolué, mais en tout cas, le fait est que dans ces milieux-là, il pouvait y avoir un peu plus de tolérance. Et c'était assez connu, finalement, que certains responsables politiques ou économiques, c'était connu dans le petit milieu, comme on dit, mais par contre, au niveau grand public, ça restait secret, caché. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette bienveillance qui est présente et qui est en fait assez historique, parce que là on le voit que quand même on a des témoignages sur différentes périodes, alors qu'on sait très bien que l'acceptation de l'homosexualité, elle est assez récente finalement. Elle est même pas totale dans la société. Elle n'est pas totale, elle est loin d'être totale. Combien d'actes homophobes, combien de violences homophobes, voilà. Donc voilà, moi j'ai énormément de chance parce que à mon âge, les combats il faut continuer à les porter, mais ils ont quand même, les plus durs ont été déjà portés par vous, par celles qui les ont portés il y a 30 ans, 40 ans, et qui ont fait en sorte justement qu'aujourd'hui, moi, je peux être un élu pour qui c'est pas un sujet. Moi, j'ai pu faire de coming out politique, vu que j'étais militant LGBT, avant même de commencer ma carrière politique. Oui, donc ça vous est même pas venu à l'esprit de cacher ça ou de ne pas eu besoin. C'était de toute façon, il suffisait de rechercher sur Google pour savoir que j'en étais, comme on dit. Donc voilà, donc il n'y a même pas eu de sujet pour moi là-dessus. Que vous ont dit les électeurs pendant la campagne, là, quand vous les croisiez? C'est pas un sujet. Alors déjà, premièrement, il y en a plein pour qui ça. Évidemment, il y a aussi le sujet que c'est une différence qui se voit pas ou peu. Et donc pour beaucoup, les gens ne savaient pas si j'étais hétérosexuel, homosexuel ou que sais-je. Donc on a fait campagne, c'était pas un thème de campagne. Alors c'est vrai que par contre, il y avait, c'est marrant, quelques électeurs homosexuels qui me disaient, mon concurrent qui était Patrick Bloch, qui a fait beaucoup pour notamment le PAX, qui évidemment s'est beaucoup engagé sur le mariage pour tous, me disait, mais alors est-ce qu'avec vous, nos droits seront aussi respectés? Alors il suffisait évidemment que je dise, d'une certaine manière, c'est des droits aussi qui me concernent pour que ça les détende d'un coup. Évidemment, j'allais plus sur aussi le fond et le programme et ce qu'on peut proposer. Et d'ailleurs, je me permets de réagir parce que je pense qu'en effet, il y a une aberration aujourd'hui en France, c'est le fait qu'on demande à un juge pour aujourd'hui une transformation du sexe. Ça, je pense que ça doit être un choix libre du genre, pardon. Et je crois que ça doit être quelque chose qui doit se faire de manière la plus libre possible. Ça fait partie aussi d'ailleurs de ce qu'on porte à La République En Marche, c'est-à-dire que chacun puisse choisir sa vie le plus librement possible avec le moins de contraintes administratives. Là-dessus, vous reconnaîtrez qu'on attend Emmanuel Macron de façon assez importante sur la PMA. Il s'était un peu engagé pendant la campagne. Le comité d'éthique a porté un jugement qui avance, qui progresse, qui constitue un progrès, mais on n'est pas sûr que ça sera traduit dans la politique. Il va falloir, parce que c'est dans le programme. Donc il y a un moment où il faut réaliser ce qui a pu être mis dans le programme. Donc voilà, à partir du moment où il a été dit clairement qu'on attendait cette réponse-là de la part de ce Conseil, on va devoir maintenant le mettre dans la loi, évidemment. Mais c'est encore une fois, c'est assez logique qu'on puisse le faire maintenant. Alors, Corinne Bouchoux... Ça aurait dû être fait avant, d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, comment vous avez vu l'évolution? Est-ce qu'il y a eu des grands épisodes, des grandes décisions, des grandes dates? Alors, on a parlé du PAX, évidemment, le mariage pour tous. Est-ce qu'il y a eu des coups d'accélérateur dans, la défense de cette cause homosexuelle ou cause LGBT évidemment, je pense qu'il faut le signaler. Nous sommes les héritiers de tous ces militantes. Tu as cité Okengame, il y a eu toutes ces féministes... Oui. Je ne vais pas toutes les citer parce que je vais me fâcher avec tout le monde, mais je vois Catherine Gonard qui pourrait nous en parler. Enfin, il y a tout un tas d'ouvrages qui ont bien documenté la question. On est les héritiers directs, on va dire, des années post-68 où de nombreux militants, de nombreuses militantes ont pris des risques. Pour certains, ont perdu leur boulot, se sont fâchés avec leur famille et ont vraiment mené des combats héroïques pour que nous, on puisse, enfin en tout cas je parle pour moi, être aujourd'hui dans un relatif confort. Donc nous leur sommes redevables. Et puis dire aussi qu'ici, on est des grands privilégiés parce qu'on serait en Tchétchénie, on ne serait pas en train de faire ce débat, on serait en mauvaise posture. Donc je pense aussi qu'il faut relativiser, ça va mieux. Néanmoins, je dirais, il reste aussi dans la sphère publique des relents d'homophobie. Si on regarde la façon dont s'est passée la discussion parlementaire,
tant à l'Assemblée nationale que par moments au Sénat, eh bien, je dirais que... Par exemple, sur le mariage pour tous, c'est quand même pas... Enfin, si on prend les discussions une à une, c'est quand même pas des grands moments de tolérance partagée. On a eu des moments d'hystérie collective un peu fâcheux. Et je vous signale, c'est le petit clin d'œil de la franco-allemande, que si ça se trouve, vendredi, on va voter en Allemagne le mariage, où il n'y aura même pas eu une manifestation. Et certes, ils l'ont fait plus tard, mais enfin, ils l'ont fait sans mettre toute la société dans la rue. Et donc, moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important ce que fait l'Association des journalistes, c'est le sort des jeunes homosexuels. Oui. Tu as parlé de Sarcelles. Moi, je retourne le 2 octobre. Dans certains milieux, notamment, bien sûr. Moi, je retourne le 2 octobre enseigner devant une classe. Et donc, je sais que dans les établissements scolaires, y compris dans mon département, où on a envoyé énormément d'autocars manifester contre la loi mariage, eh bien, il y a des jeunes qui ont été contraints de venir avec les parents à des manifestations et ils sont homosexuels. Et donc, moi, je pense que là, c'est pas parce que nous sommes des privilégiés que le combat est gagné. C'est un combat de chaque jour. Et pour les jeunes, on sait que les régressions sont vite arrivées. Vous allez dans une cour d'école, j'y étais encore il y a peu de temps. Je suis désolée, vous arrivez, au bout de 5 minutes, c'est sale PD. Donc, vous êtes obligé de dire qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, il y a du mieux. Les lois nous ont permis l'égalité. En revanche, dans les mentalités, c'est un combat quotidien qui, lui, n'est jamais gagné. C'est un peu ce que vous disiez, Yann Brossat, hein, puisque c'est ce que vous avez senti vous enseignez en collège, c'est ça, en lycée. Donc il y a encore des résistances, il y a encore évidemment... alors vous, en tant qu'élu, c'est vrai, vous en êtes peut-être, comme dit Corinne, dans des sphères privilégiées, mais la société est loin de s'être débarrassée de cette homophobie. C'est vrai, je développerai quand même un peu sur ce sujet, parce que quand on est élu, on est évidemment dans une sphère privilégiée. En même temps, quand on est élu, on rencontre quand même pas mal de monde. D'ailleurs, j'estime que je rencontre plus de monde depuis que je suis élu qu'avant d'être élu, et heureusement. Et le constat que je fais, pour être élu du 18e et élu de la Goutte d'Or notamment, et vous connaissez la Goutte d'Or, c'est que moi, en tout cas, je n'ai jamais été attaqué sur mon homosexualité par des habitants de la Goutte d'Or. Je suis beaucoup attaqué quand les rues sont sales, beaucoup attaqué quand les gens n'ont pas de logement. Quand on circule mal. Voilà, quand on circule mal. Et il y a parfois un certain nombre de raisons de nous porter des griefs sur ce sujet. Mais mon homosexualité, jamais. En revanche, il m'est arrivé à une reprise de porter plainte contre un twitto qui a écrit des horreurs sur moi. Il était anonyme, une enquête a eu lieu, on a fini par le retrouver. En l'occurrence, c'était un jeune, mais il habitait le 16e arrondissement et il avait beaucoup manifesté contre le mariage pour tous. Donc ce que je veux dire, c'est que il faut aussi se garder de simplification sur les lieux où se niche l'homophobie. Et elle est sans doute beaucoup plus large et beaucoup plus répandue qu'on ne peut l'imaginer. En tout cas, elle n'est pas cantonnée à un certain nombre de quartiers populaires. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Après, ce que je pense, c'est que quand on écoute notre tour de table, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de responsables politiques qui font leur coming out. Parce que l'expérience qu'on a fait les uns et les autres, c'est que ça se passe plutôt bien. Et donc je pense qu'il y a... Parce que ce que vous dites, c'est qu'il y a sans doute beaucoup d'élus qui ne l'ont pas fait, c'est ça qu'on... Évidemment. Oui, évidemment. J'imaginer, oui. Et pour être élu de Paris, je peux en témoigner. Mais alors, que font-ils ? Mais parce que je pense qu'il y a une forme de lâcheté et que nous sommes nombreux, alors nous on l'a fait, mais beaucoup d'élus homosexuels argumentent en disant qu'en réalité, ça relève de la vie privée. Sauf qu'il est quand même frappant que n'importe quel élu hétérosexuel fait figurer sur son affiche marié 2 enfants, et que donc d'une certaine manière l'hétérosexualité est publique et l'homosexualité est privée. Et donc on en arrive à une forme de déséquilibre qui, à mes yeux, est insupportable. Et je pense qu'on devrait être plus nombreux à le faire. Et l'expérience qu'on a vécue témoigne du fait que ça ne conduit pas à des catastrophes. Alors, on va donner tout à l'heure la parole à Françoise Gaspard, mais peut-être pas comme Rupin, puisque vous vouliez réagir à ce... Oui, je veux réagir. Je trouve que le mot lâcheté est dur. Parce que, en effet, c'est très bien qu'il y ait des élus qui puissent naturellement, ou moins naturellement d'ailleurs, d'une manière un peu militante, pouvoir dire qu'ils sont homo et qu'ils vivent comme ça. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui relève de l'intime aussi, la manière dont on se positionne par rapport à son orientation sexuelle, à la manière dont on la communique. Donc je ne parlerai pas de lâcheté, je parlerai de, voilà, en effet, c'est quelque chose qui relève pour moi de la vie privée. Je respecte tous ceux qui sont élus et qui considèrent que ce n'est pas quelque chose à faire savoir. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui doit être une décision personnelle. Est-ce qu'on le vit naturellement ? Est-ce qu'on le dit ? Est-ce qu'on dit qu'on est paxé avec quelqu'un, qu'on est marié avec un homme, avec quelqu'un du même sexe que soi ? Ou
Est-ce que finalement on préfère garder ces informations privées? Je trouve que ça se respecte. Alors, pardon d'apporter mon avis, mais enfin, moi pour avoir... non, mais j'ai vraiment été je suis très amie avec des homosexuels, hommes politiques qui n'ont pas voulu au départ révéler leur homosexualité, et des menaces d'outing ont été une violence folle, et ça a été vraiment perçu comme très violent. Alors ça fait un certain temps, hein, c'est pas aujourd'hui, c'est bon. Mais moi j'étais à côté et je l'ai vraiment vécu comme quelque chose de très intrusif. Mais voilà, Françoise Gaspard, vous alors, est-ce que, alors évidemment vous dans votre ville de Dreux, vous aviez senti qu'il y avait, qu'est-ce que vous aviez fait à l'époque pour défendre les homosexuels? Est-ce que vous les aviez sentis attaqués dans certains milieux, notamment dans les écoles? Est-ce que c'était compliqué? Prenez peut-être le micro, Françoise. Parce que là, évidemment, on parle de quelque chose de très positif, encore une fois, peut-être de milieux privilégiés, instruits, éduqués, mais est-ce que vous pensez que là, il y a encore un combat à mener? Oui, sûrement. De mon temps, lorsque j'étais maire de Dreux, je n'ai pas eu de témoignages d'homophobie dans la ville. Donc, en 1986, j'ai été réélue par surprise aux législatives. C'était pas du tout prévu. Je voulais pas être candidate d'ailleurs. C'était la proportionnelle départementale, et les sondages montraient que si je n'étais pas sur la liste, on risquait d'avoir un élu Front National dans le département. Donc j'étais deuxième sur la liste et on me disait il n'y a aucune chance que tu sois élu. J'avais déjà programmé ma carrière, la suite de ma carrière autrement. Donc je suis réélue et c'est le début des années SIDA. Et je suis chargée au sein du groupe socialiste à l'Assemblée nationale de veiller, de relire les questions écrites qui sont posées par mes collègues aux ministres, pour voir si elles sont juridiquement correctes. Et en fin 86, au début 87, je tombe sur une trentaine de questions qui sont exactement formulées de la même façon et qui demandent au ministre de la Santé de faire en sorte que pour adhérer à une mutuelle, on ait passé le test du sida. Je mène mon enquête et je me rends compte que en fait, c'était les assurances et les mutuelles qui avaient suggéré cette question. Je décide de monter un groupe de recherche au sein du Parti socialiste sur la question du sida. Ça a été le premier groupe de travail sur le sujet, avec des spécialistes comme le professeur Sobel ou Willy Rosenbaum, ainsi que des sociologues comme Michael Pollack, par exemple, qui mourra du sida quelques années plus tard. Donc on fait tout un travail sur la question du sida. Ça a été le premier rapport sur le sujet qui a été publié en 1987 et qui a été à l'origine du premier de ce qui est devenu le PAX. Donc nous avons travaillé sur ces questions très, très en amont. Je voudrais juste revenir en arrière par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'était très rose ce que j'ai dit. J'ai subi quand même de la lesbophobie à 2 ou 3 reprises. Un jour, j'avais été chargée par Lionel Jospin, quand il était Premier ministre, d'organiser une grande conférence européenne sur les droits des femmes. Et le dernier jour, Martine Aubry, qui était ministre à l'époque, n'a pas voulu que j'assiste à une réunion et a refusé dans cette réunion que je préside la dernière séance. On lui a demandé pourquoi, et elle a dit « pas cette lesbienne ». La ministre... C'était votre parti, pourtant, Françoise. Voilà, la ministre suédoise qui était là est sortie et m'a raconté cette histoire. Je m'en suis ouverte à Jospin, qui a demandé des excuses dont je n'ai pas voulu, de Martine Aubry. Par ailleurs, en 88, j'ai de nouveau été candidate aux législatives. Personne ne voulait y aller dans ma circonscription parce que le découpage électoral faisait que la circonscription de Dreux était perdue d'avance.
Donc je suis candidate et un matin, le militant qui me servait de chauffeur vient me chercher et il fallait qu'on aille visiter des communes qui supposaient de traverser Dreux. Il me dit non, on ne traverse pas Dreux. Je dis comment on ne traverse pas Dreux? Non, on ne traverse pas Dreux. Je dis mais on traverse Dreux. Et on traverse Dreux et je vois sur tous les murs Gaspard lesbienne. Ça n'avait pas été le cas avant, c'était en 88. C'est la première fois. Ouais. Alors, il s'est dit que c'était des adversaires au sein du Parti socialiste qui avaient fait le coup. Des suppôts de Martine Aubry qui étaient... Voilà. Et le lendemain matin, plus rien. Tout était effacé. Et j'ai appris que c'était un gang de femmes de tous les partis, y compris du Front National, qui ont passé la nuit du Parti communiste au Front National, que des femmes, à effacer ces inscriptions sur les murs de la ville. Voilà, je vous le racontais parce que ça montrait aussi la solidarité des femmes sur cette affaire. Ouais. Alors peut-être essayons de voir ce que vous en tant que militant politique, élu, comment vous voyez le rôle des médias. Hélène, par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire si vous sentez que la cause des transgenres est suffisamment défendue dans les médias, comprise? On parlait par exemple de cette loi qui... Enfin, là, dernièrement, avec les élections, moi, je me présentais en tant que militante écolo. J'ai eu une couverture presse XXL complètement démesurée par le fait que j'étais une personne transgenre, alors que c'était pas mon intention, c'était pas d'être candidate transgenre. Il se trouvait que j'étais une candidate écolo qui était transgenre. Et donc la couverture presse a été énorme. J'ai même donné une interview à une radio de Bogota. Donc j'ai fait. Je sais pourquoi pas, tant qu'on y est. Et donc, par contre, je pense qu'effectivement, le monde du journalisme n'a pas... La question transgenre, elle est quand même distincte de la question de l'homosexualité. Oui. C'est deux choses qui se rejoignent dans la question de la discrimination, mais qui sont quand même relativement différentes. Et il semble que la discrimination s'applique encore plus, peut-être aujourd'hui, il y a peut-être encore moins d'évolution des mentalités sur cette question-là. C'est-à-dire que, d'abord, évidemment, on est une minorité dans les minorités, hein, donc c'est 0,2% de la population estimée. Hein, donc, et il y a un travail qui est amorcé depuis moins longtemps que le combat que Corinne rappelait des homosexuels dans les années 70, hein, avec la naissance du guépier, tout ça. Enfin, moi, j'ai vécu tout ça aussi. Et donc... Non, les journalistes ne comprennent pas très bien. Mais la question transgenre, c'est une question qui est un petit peu mystérieuse et qui laisse beaucoup les personnes dans l'expectative. Hier, je discutais avec une voisine que je ne vois pas trop souvent, là, qui sortait de chez elle. Puis du coup, on s'est mis à parler. Elle me dit, mais en fait, je ne comprends pas bien. En fait, pourquoi c'est si important pour toi d'être une femme ? Et je ne savais pas trop quoi lui répondre. Ben, c'est important parce que c'est pas que c'est important, c'est que je suis. Alors elle dit, oui, mais pourquoi? Parce qu'elle me connaît depuis une dizaine d'années, mais ce qui est extraordinaire, c'est à quel point tu es mieux depuis que tu as commencé ta transition. Donc, qu'est-ce qui change? Je dis tout et pas grand-chose finalement. Et donc, déjà, je pense que le monde du journalisme, je vois les interviews que j'ai pu donner ces dernières semaines, m'a montré qu'il y avait une compréhension moyenne de la question. Donc, moi, je suis à votre disposition pour en parler autant qu'il faut. Vu de mon point de vue, après, c'est tellement finalement assez compliqué. Et puis... Après, voilà, la question la connaissance de la loi, par exemple, tout le monde qui est quand même relativement récente. Oui, on n'a peut-être pas une très bonne connaissance de cette loi. Date de novembre. Oui. Les débats qui ont eu lieu, qui n'ont pas été que dans la sphère transgenre, n'ont pas eu beaucoup de publicité, montrent que ces débats-là, on va les porter maintenant. Il y a encore beaucoup de choses... Comme disait Corinne, il y a encore quand même beaucoup de combats devant nous. Et pour ce qui est de la transphobie, moi, là, je suis en retraite depuis quelques mois, mais j'ai été pendant 2 ans directrice de la mission locale dont j'étais
j'aime pas le dire directeur depuis 25 ans. Et donc, dans une zone où il y a pas mal de difficultés, il y a un taux de chômage relativement élevé, il y a des jeunes de toutes sortes, puisque les missions locales s'occupent des jeunes. Évidemment, quand les jeunes ont su ça, parce qu'on suivait à peu près 3000 jeunes inscrits à la mission locale, ça a fait le tour de la ville en une journée, et plusieurs sont venus pour voir la directrice. Ils demandaient, mais non, on veut un rendez-vous avec la directrice pour la voir. Et donc, avec des jeunes quand même parfois relativement agressifs, ironiques, ricanants, etc. On va la voir, il paraît qu'elle a une jupe, c'est extraordinaire, etc. Donc, comme on a une grande salle à côté de la mission locale, j'ai dit demain matin, 9h, tout le monde peut venir. Et on a envoyé un texto par le logiciel aux 3000 jeunes en disant voilà, la directrice de la mission locale peut répondre à vos questions. Et en fait, ça a été très émouvant parce que... Ils sont venus nombreux ? Il y avait 250 à peu près. Et des jeunes très, très matamores, que je connais, des jeunes, parce que moi, régulièrement, je les recadrais, parce que quand ça n'allait pas, on allait chercher, c'était direction, le bureau de la direction. Et donc, et finalement, ça s'est conclu par des applaudissements. Ils ont dit, mais donc madame, maintenant, on vous accepte comme ça. Et donc, mais il fallait ce moment-là, sinon je crois que ça aurait traîné et retourné. Et donc, je pense qu'en même temps, il y a un moment, il faut faire face, quoi. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a évidemment, il y aura toujours des imbéciles et des personnes agressives, mais même les personnes agressives, on peut les retourner si on fait face. Et ça marche. Enfin, moi, je l'ai expérimenté souvent. Cette ouverture d'esprit, cette bienveillance, oui, il faut... comment on affronte le débat ? Au fond, vous êtes d'accord, Pacôme ? C'est-à-dire qu'il faut... pas forcément se battre. Je crois que quand on avance entier et qu'on est dans le dialogue, dans l'écoute, on peut changer beaucoup de choses dans la perception d'une personne qu'on a en face. On sait très bien que souvent la peur vient de l'ignorance, vient le fait de ne pas connaître. Et donc quand on n'a jamais rencontré une personne qui est homosexuelle ou qui est transgenre, évidemment, on peut avoir plein d'a priori. Et le jour où on fait la rencontre de quelqu'un qui vous ouvre la porte et vous dit venez me rencontrer, on va parler, eh bien... toute cette peur peut s'effondrer d'un coup. Et donc évidemment qu'il y a une magie qui peut se produire, mais il y a beaucoup de travail, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens encore à convaincre. Mais en tout cas, il faut jamais juger trop hâtivement quelqu'un qui peut commencer à avoir des propos qui sont durs. Il faut essayer au contraire de faire preuve d'écoute, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces peurs, et puis après de voir. Ça ne fonctionne pas toujours, hein, mais voilà, souvent Franck ça fonctionne. Riester, bonjour. Bienvenue. Corinne, vous étiez évidemment... là, vous hochiez la tête, parce qu'on parlait, Franck, au fond des réactions qu'on peut avoir quand on est un homosexuel face à de l'hostilité. Est-ce qu'il faut écouter ? Est-ce qu'il faut être bienveillant ? Est-ce qu'il faut justement... Ou est-ce qu'il faut affronter ? Alors, je réponds un peu avec retard à quoi servent les journalistes. Oui, moi, je pense que c'est vrai que c'est prépondérant. Parce qu'en réalité, le rôle des journalistes, outre le fait qu'il est d'informer, je pense que durant le débat, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, la présence minutieuse des journalistes a permis de pointer les moindres dérapages. Et je pense que c'est peut-être ça l'évolution, grâce au travail des journalistes et grâce aux réseaux sociaux. Ce qui pouvait être des propos tenus dans l'entre-deux, pas toujours d'ailleurs notés au journal officiel, où les collègues allaient demander le retrait de petites phrases malheureuses et en réalité homophobes. Maintenant, j'allais dire, c'est tolérance zéro. Et de ce point de vue-là, je pense que les journalistes ont eu un rôle citoyen extrêmement important, que nous ne pouvions pas faire tout seuls. Et donc, notamment, je pense que si le débat a été relativement, même si par moments j'ai pu m'énerver après certains collègues, le débat a pu être relativement serein au Sénat. Ce n'est pas uniquement dû à notre sociologie d'âge, c'est aussi dû au fait que les journalistes étaient extrêmement vigilants et auraient pointé le moindre dérapage qui n'est plus toléré. Donc c'est un rôle très important. Yann Brossat, vous êtes d'accord ? Et vous, donc je rappelle, quand il y a eu ces dérapages à la télévision, Cyril Hanouna, il y a eu une vigilance, évidemment, heureusement. Je salue en l'occurrence plutôt les réactions importantes qui ont eu lieu suite à l'affaire Hanouna. Je voulais juste revenir en 2 mots sur la question de la lâcheté, parce que je ne voudrais pas qu'on me prenne pour un affreux personnage. Non, mais bien sûr.
Je vais vous dire pourquoi je trouve ça... Alors là, Franck Riester, pour vous expliquer pourquoi, c'était est-ce que certains devraient révéler leur homosexualité? Est-ce qu'il y a une forme de lâcheté quand on est un homme politique à pas la révéler? Donc ça, il y avait évidemment des débats là-dessus. Je ne ferai la leçon à personne, mais je vais vous dire pourquoi ça me dérange quand on est responsable politique de ne pas assumer son orientation sexuelle. Ça me dérange pour une raison assez simple. C'est que ceux qui sont homosexuels savent que vous êtes homosexuel. Et ceux qui ne sont pas à l'aise avec la question, du coup, ne le savent pas. Et je trouve que du coup, d'une certaine manière, on gagne au grattage et au tirage, quoi. C'est très facile. Parce que vous tirez le bénéfice du fait que les homosexuels vous trouvent sympathiques parce qu'ils savent que vous êtes comme eux, et les autres, tous ceux que ça dérange, eux, vous ne leur parlez pas. Et du coup, vous ne les faites pas changer d'avis sur le sujet. Et donc, je pense, sans faire la leçon à quiconque, qu'on a une responsabilité et que quand on est en capacité de le faire, et ça n'est pas le cas de tout le monde, il faut avoir le courage de le faire. Et par ailleurs, j'entends bien ce discours de la grande réconciliation. Parce qu'en même temps, on peut défendre une cause homosexuelle sans révéler sa propre homosexualité. Vous me direz, c'est un peu... C'est vrai. Mais bon. C'est vrai. Et simplement, je termine sur la question de la manière dont on traite les homophobes. J'entends bien ce discours de la grande réconciliation qui consiste à dire qu'il faut dialoguer, qu'il faut se parler, etc. Il faut aussi de temps en temps un certain nombre de condamnations. Et lorsque des propos monstrueux sont tenus, et Dieu sait si on a assisté à un déferlement de propos homophobes, notamment pendant le débat sur le mariage pour tous, il faut des condamnations. Et il faut aussi qu'on ait des actes forts qui soient pris dans ces cas-là. Parce que sinon... ça signifie que des propos comme ceux-là ont le droit d'être tenus sur la place publique. Et donc, je crois aussi qu'il y a une part de responsabilité de tout le monde. Oui, j'ai bien choisi mes termes, mais je n'ai pas parlé d'homophobie. Hein. En tout cas, alors Franck Riester, vous venez de nous rejoindre, merci déjà. On sait que ça circule assez mal dans Paris. Pardon. Alors, vous avez été réélu député Les Républicains en Seine-et-Marne. Vous aviez fait votre coming out en 2011. Vous avez été d'ailleurs un des 2 élus UMP à l'époque à voter pour le mariage pour tous. Est-ce que... Alors, il y a eu des discours assez positifs, au fond, ici, sur le statut d'homosexuel, ou le fait d'être homosexuel dans le milieu politique. Et chacun et chacune a considéré que c'était, ça n'avait pas représenté un obstacle à une carrière, même peut-être au contraire. Est-ce que vous êtes d'accord et par exemple, quand vous avez révélé votre homosexualité, est-ce qu'il y a eu des réactions? Est-ce que vous avez senti une hostilité ou au contraire, c'était peut-être d'ailleurs un atout, quelque chose qui vous a aidé? Déjà, bonjour à tous, pardon pour ce retard. Alors, c'est pas que la circulation dans Paris, c'est en ce moment un peu, il y a un peu de difficulté à l'Assemblée nationale, un certain nombre de groupes. Mais votre groupe est un peu éclaté, on va dire. Hein, le vôtre. On va le dire comme ça. Oui. D'abord, ça a été d'abord pour moi, c'est très égoïste, mais pour moi, quelque chose de très positif. Quand on est en responsabilité politique, je crois que particulièrement aujourd'hui, il faut être dans une démarche la plus authentique possible. Et je dirais même, il faut être en authenticité totale, parce que les gens attendent ça. Ils attendent ça avant toute autre chose. Ils peuvent être en désaccord avec vous, mais si vous êtes authentique, s'ils vous sentent une sincérité, vous défendez vos convictions, ils vous respectent. Et donc, quand vous faites de la politique, que vous êtes vous-même, en authenticité, en vérité, à défendre ce que vous êtes et vos convictions, vous vous sentez bien plus fort pour les défendre. Donc je pense que d'abord, quand on ne le fait pas, son coming out, en politique, on n'a pas cette petite liberté, cette authenticité qui fait que vous êtes très à l'aise avec vos convictions, puisque vous êtes très à l'aise avec vous-même. Deuxièmement, moi, alors c'est peut-être parce que je suis dans des partis de droite, mais je suis moins sûr de la facilité quand même de dire qu'on est homosexuel et que c'est facile et qu'il n'y a pas de problème et que les gens ne sont pas un peu différents pour certains, de moins en moins nombreux, enfin pour certains avec vous, depuis qu'ils sont au courant que vous êtes homosexuel. C'est vrai que c'est un peu propre aux partis de droite. Enfin, si on peut... il y a eu quand même ces résistances. Après, dans les partis, c'est vrai, je pense.
donc c'est plus difficile. Après, il y a le grand public, nos électeurs, nos administrés. Je me tourne un peu parce que là, nos administrés, les habitants de nos circonscriptions. Et quand même, et d'ailleurs, ça a été, je pense, ce qui a suscité autant de débats avec le débat sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, c'est qu'on passait quelque part pour les homosexuels d'un statut de... Enfin, on passait de la tolérance à l'homosexualité, on tolérait les homosexuels à... Ce sont des citoyens à part entière, pas moins bien ou inférieurs aux autres. Ils sont des citoyens à part entière. Et donc, hétérosexualité égale homosexualité ou homosexualité égale hétérosexualité. En termes de droits, en termes de respectabilité. Et donc, les gens, du moment que vous ne la ramenez pas trop, du moment que vous ne le dites pas, parce que, bon, voilà, on vous respecte, on sait que vous êtes homosexuel, mais ça ne pose pas de problème parce que vous ne le dites pas, vous ne le revendiquez pas. Ou finalement, vous n'êtes peut-être pas très à l'aise avec ça. Donc, cette espèce d'hypocrisie d'une société, d'histoire judéo-chrétienne qui fait tant qu'on est un peu hypocrite, finalement, ça ne dérange personne. Quand on le dit, on l'assume, dans le sens, quelque part, on le revendique, on en est fier. Et ça peut gêner des gens. Et pardon, mais moi, j'ai eu tous les jours sur les réseaux sociaux des gens qui m'ont insulté, qui m'ont envoyé des noms d'oiseaux. Et c'est tous les jours que j'en ai. Parce qu'il se trouve que quand on gagne en notoriété, on est un peu plus sur le devant de la scène. Et donc, les gens ils se lâchent davantage. Et les réseaux sociaux, c'est très facile. Et quelque part, c'est révélateur de ce que les gens pensent. Donc, je pense que c'est quand même plus difficile pour certains quand on est out que quand on est dans le placard. Après, le coming out, je pense, après chacun le vit comme il veut, c'est quand même une démarche très personnelle. C'est un parcours personnel, c'est très facile pour certains, c'est très difficile ou très long pour d'autres, ça se respecte. Il est évident que quand on est en responsabilité publique et qu'on dit qu'on est homosexuel, c'est utile pour tous les homosexuels qui ont des difficultés à l'assumer eux-mêmes, très difficile à l'assumer ou le vivre dans leur famille, dans le travail, avec leurs amis. Donc c'est utile que des gens qui sont des gens avec une notoriété, qui sont des gens avec des responsabilités, puissent le dire et être à l'aise avec ça. Mais ça se respecte, y compris quand on est un responsable politique, de ne pas le faire. À condition, et ça c'est un bémol énorme, que ce qu'on défende politiquement ne soit pas en contradiction avec ce qu'on est. Parce que alors là, ça pose un vrai problème politique. Et ça fait un vrai problème par rapport à ce qu'on doit... Et reconnaissons qu'au sein de l'UMP à l'époque, il y a sans doute eu ces contradictions, notamment au moment du vote du PACS, pour certains élus qui devaient être profondément pour le PACS, eux-mêmes homosexuels peut-être, et qui là se sont trouvés en porte-à-faux. D'ailleurs, certains l'ont payé un peu cher, peut-être d'une façon injuste. Mais enfin, voilà, quand on est en responsabilité politique, qu'on défend des idées, il ne faut pas qu'on soit enfin, qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on est et ce qu'on défend ou ce qu'on veut défendre. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Et vous, vous avez mis du temps avant de décider de révéler votre homosexualité. Je disais que vous l'aviez fait en 2011, mais... Oui, parce que c'est comme tout coming out, hein, particulièrement quand on est en responsabilité publique, ça peut être perçu comme je vous jette ma sexualité à la figure, et donc j'essaye d'instrumentaliser ma sexualité à des fins marketing, des fins de communication, pour que ça fasse fun, pour avoir des médias, etc. Et ça, je pense que c'est dangereux, c'est même contre-productif. Et donc, moi, j'ai voulu le faire à un moment où ça aurait pu être compris, non pas comme une démarche marketing ou de communication, mais comme une démarche d'authenticité. Et j'ai essayé de trouver le bon moment pour le faire. Et encore une fois, je ne le regrette pas du tout. On peut faire la même réflexion, Corinne. À quel moment quand vous avez décidé de le révéler, est-ce que ça a été quelque chose de compliqué pour vous, quelque chose de... C'était beaucoup plus tôt. Vous êtes paxé en 2001, j'ai vu ça. Oui. Alors là, c'est pas la façon dont je suis la plus à l'aise avec ça. Je dirais que moi, il y a eu 3 temps. Il y a eu le temps personnel parce que j'ai une vie d'avant, j'étais mariée, etc. Donc c'était le coming out, on va dire, personnel et familial. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Françoise. Quand il y a des enfants, surtout quand ils sont jeunes, c'est pas forcément évident. Il y a eu un deuxième temps de coming out, effectivement, quand j'étais avec une compagne dont tout le monde savait qu'elle était homosexuelle.
Et donc là, j'ai voulu faire simple. J'étais chef d'établissement. Je me suis dit, comment on fait pour pas que ce soit un problème tout le temps? Donc on a trouvé un truc tout simple. Il y avait eu le faire-part de Françoise et Claude. Et ben j'ai dit, on va faire un faire-part dans le monde. Donc on a fait un faire-part dans le monde avec nos noms et nos prénoms. Je vous cache pas qu'il y a eu une journée d'animation en salle des profs où j'étais un peu voilà, un faire-part de Pax. Voilà, dans le monde. Donc là, ça a fait, on va dire, il y a eu une journée de salle des profs agitée le samedi. Ils sont venus me faire des cadeaux et ça n'a plus été un sujet. Et troisième coming out, c'est un peu toujours un éternel recommencement, le coming out politique. Et donc, c'est pas celui qui a été le plus dur, c'est horrible de le dire comme ça, mais pour moi, le plus dur, ça a été le premier vis-à-vis de moi-même, dans mon fort intérieur. C'est ça qui a été le coming out le plus difficile. Donc finalement, si moi je devais résumer, j'invite toutes les lesbiennes qui sont en politique, conseillères municipales, sénatrices, ministres et autres, à le dire, parce que pour elles, ce ne sera pas un problème. Et par contre, pour les jeunes qui se demandent si on peut faire de la politique en étant lesbienne, ce sera quand même bien, parce que pour le moment, on n'est que deux. Moi, je ne vais pas m'éterniser en politique, donc il est temps que la relève arrive. Françoise, vous avez le même... quand vous avez décidé de le dire, est-ce qu'il y a eu un cas de conscience, ou enfin, pas de cas de conscience, mais une interrogation personnelle, une peur, une... Non, pas du tout. Tout le monde le savait. Quand nous sommes paxés avec Claude, on l'a mis également dans le monde. Mais tout le monde savait que nous vivions ensemble depuis longtemps. Et quand nous nous sommes mariés, ce sont nos 8 petits-enfants qui ont annoncé notre mariage dans le monde. Voilà. Et alors, Franck Riester, oui. J'ai dit tout à l'heure que je respectais le fait de ne pas le faire, mais j'invite, effectivement... Non, mais c'est pas pareil. J'invite évidemment à le faire. Parce qu'encore une fois, à titre personnel, et je vous rejoins, pour moi ça a été pareil. C'est plus difficile, c'est à titre personnel, c'est comprendre qui on est, ensuite le dire à ses parents. Moi, ça a été mes parents le plus difficile. Après, ça peut être ses frères, ça peut être ses sœurs, ça peut être des amis. Moi, c'est mes parents. Et puis ensuite, je dirais qu'une fois qu'on est clair avec soi-même et avec ses proches, le grand public, c'est autre chose. Après, c'était pour que ça soit compris. Moi, j'essaye toujours, on ne réussit pas systématiquement, mais j'essaye toujours, en responsabilité politique, d'essayer de faire comprendre ma démarche, mes positions, d'essayer d'expliquer, d'essayer d'être crédible en l'expliquant. Bon. Mais effectivement, c'était le plus facile des coming out. Et c'est enfin, je ne le regrette pas du tout. Et j'invite aussi les responsables politiques qui le sont à le faire. Ça a des conséquences. Mais quand on a les négatives, mais entre les conséquences positives et les conséquences négatives, il n'y a pas photo. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des hommes politiques, j'allais dire un peu, je pensais à Bertrand Delanoë, qui ont été un peu des emblèmes et des personnalités qui vous ont guidé, Yann par exemple, ou Pacôme, qui ont donné l'exemple au fond et... Si, évidemment, Bertrand Delanoë. Moi, oui. Je dirais que c'est une figure qui m'a évidemment marqué. Je le dis aussi parce que je suis de Paris et j'ai connu Bertrand Delanoë quand il était maire. Et en tout cas, au moment où il l'a fait, ça m'a beaucoup marqué. C'est le moment d'ailleurs où je faisais mon coming out auprès de mes parents. C'est sa fameuse interview à M6. Ce qui n'est pas la chose la plus facile. Qui n'est pas la chose la plus facile. Et je trouve que c'est très très important qu'il l'ait fait. Après, ce que je trouve aussi, c'est que on a des responsables politiques en France qui ont fait leur coming out. On a peu de couples gays connus. Et moi, je sais que, en l'occurrence, je le dis parce que Bertrand Delanoë n'avait pas de compagnon connu à l'époque. Et je sais que comme jeune garçon de 20 ans, ça m'a manqué à l'époque de ne pas pouvoir me dire il y a des couples gays qui tiennent longtemps, qui fonctionnent bien et qui, dans la durée, construisent quelque chose. Et ça, je pense que... Alors, pareil, chacun fait ce qu'il veut, a fortiori quand ça engage quelqu'un d'autre en plus de soi-même. Mais en tout cas, je pense que c'est important que des jeunes générations puissent se dire qu'on peut être gay, lesbienne et en couple dans la durée. Un couple durable. Pacôme, oui. C'est sûr, il y a une importance de ce qu'on appelle les rôles modèles dans la société. Évidemment, qu'on soit d'ailleurs homo ou qu'on puisse être femme, par exemple, ça compte beaucoup. Donc moi, pareil, Bertrand Delanoë a été un exemple pour moi là-dessus. Et surtout, il a, je pense, signifié qu'en fait, on pouvait avoir de grandes responsabilités politiques tout en assumant être homosexuel. Donc c'est vrai que quand on a envie de faire de la politique, on se dit que les deux sont compatibles. Donc ça donne d'autant plus envie de le vivre naturellement
évidemment. Oui. Si je peux rajouter, parce que je suis ni socialiste ni communiste et je suis pas de Paris, et je pense la même chose que vous deux, ni En Marche. Je veux que ça marche, mais je suis pas En Marche. Non, mais c'est pas mal, oui. On peut tous se dire En Marche, alors à ce moment-là. Hein, c'est ça le truc. C'est génial. Non, mais et effectivement, Bertrand Delanoë a eu un rôle crucial. Et mon coming out, enfin en tout cas moi je dis pas pour les autres, mais le mien a été plus facile politiquement et peut-être personnellement, quoique non, pas personnellement parce que c'était déjà un peu plus vieux, mais politiquement en tout cas oui, parce qu'il y avait eu un précédent Delanoë et qu'en plus il l'avait fait à un moment qui n'était pas, c'était pas perçu comme une démarche de communication dans le cadre d'une campagne électorale. Enfin, c'était fait vraiment d'une façon, la bonne façon. Voilà, en tout cas. Et puis je voudrais rajouter, parce que c'est vrai aussi que c'est important une fois qu'on a fait son coming out, d'être aussi libre de vivre son homosexualité, je dirais dans sa plénitude, et notamment quand on est en couple. Moi, je suis le maire de la petite ville de Coulommiers, au cœur de l'Abri, un territoire traditionnel. Le Front National a fait 27% aux élections présidentielles. Donc, c'est vraiment un territoire de droite, voire une droite dure. Et bien, je suis avec mon ami dans Coulommiers. Il fait les courses avec moi. Il était à mes côtés le soir de l'élection avec tous les militants qui étaient autour de moi. Et il a été acclamé quand je l'ai fait venir à mes côtés. Et ça, au quotidien, dans la vie de tous ces gens qui ont des relais, qui ont des parents, des cousins, des collègues et qui disent bah, regarde Franck, regarde avec son ami, c'était formidable, il est super d'ailleurs, voilà. Et voilà, ça c'est vrai qu'il est super. Voilà, et un couple... il n'est pas là, je fais un peu de promo. Mais... Et un couple qui peut durer, comme disait Yann. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci Françoise, merci Hélène, merci Corinne, merci Yann, merci Paco. Pour ces messages de liberté, bien sûr, et de tolérance. Et je crois que maintenant, il y a des remises de prix. Il ne faut pas partir. Et merci beaucoup, Claire Chazal. Bien sûr. Merci à vous.